Dans ce nouvel épisode, l'INIR revient sur les points clés de sa dernière lettre mensuelle avec un éclairage sur le travail de reconnaissance et de réparation mené auprès des personnes victimes dans l'Église. Bienvenue sur les podcasts de l'INIR en partenariat avec le collectif Voix libérée. Bonjour. Aujourd'hui, on aborde un sujet assez délicat. La réparation après des violences. Surtout quand, les voies judiciaires classiques ne sont plus possibles à cause de la prescription, par exemple. Et justement, en France, il y a une organisation, l'INIR, qui s'attaque à ce défi pour les victimes de violences sexuelles dans l'Église catholique. Oui, l'INIR, l'Institut national indépendant de reconnaissance et de réparation. C'est ça. Et leur rôle, c'est d'accompagner les personnes qui ont été victimes pendant leur minorité. Alors, la nouvelle importante, on l'a trouvée dans leur lettre d'info d'octobre 2025, et c'est qu'ils lancent une étude spécifique. Pour mesurer quoi? Le sentiment de justice, ressenti par les personnes qu'ils accompagnent. Exactement, un sujet complexe, le sentiment de justice. Tout à fait. Donc, notre but aujourd'hui, c'est de comprendre un peu mieux ce que fait l'INIR, pourquoi cette étude maintenant, et ce qu'elle cherche à comprendre sur cette justice ressentie. Alors, explorons ça. Pour commencer, l'INIR, c'est quoi précisément? Alors, l'INIR, c'est une instance indépendante. Elle a été créée spécifiquement pour la reconnaissance et la réparation. Indépendante de l'Église et de l'État. Oui, c'est ça. Elle intervient quand les recours en justice, que ce soit devant les tribunaux de la République ou même les tribunaux canoniques de l'Église, quand ces recours ne sont plus possibles ou qui n'ont pas abouti. D'accord. Et ils ont déjà du recul, non? L'Institut n'est pas tout neuf. Non, pas du tout. Fin 2025, ça fait plus de 3 ans qu'ils sont actifs. Ils ont accompagné ou sont en train d'accompagner près de 1500 personnes. Ah oui, quand même. Oui, c'est significatif. Et leur collège a déjà rendu plus de 1000 décisions. En tout, ils ont reçu plus de 1700 demandes. Donc, oui, il y a une vraie base d'expérience derrière. D'accord. C'est sur cette base solide qu'ils lancent cette étude sur le sentiment de justice. Alors, justement, qu'est-ce qui motive ça? Pourquoi maintenant? Le point de départ, c'est vraiment l'objectif affiché par la présidente de l'INIR, Marie Derain de Vaucresson. Elle dit clairement qu'il s'agit de mesurer ce sentiment pour, je cite, « améliorer notre façon de faire ». D'accord, une démarche qualité en quelque sorte. Oui, mais plus profond que ça. Il s'agit d'évaluer si leur approche, leur dispositif, répond bien à ce qu'ils appellent le devoir de justice et de réparation. Surtout pour ces personnes qui n'ont plus d'autres recours légaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne parle pas de justice au sens légal strict, mais de sentiment de justice. C'est subjectif. Exactement. C'est ça qui est assez novateur. On ne mesure pas si une décision est juste au regard de la loi, mais comment elle est vécue par la personne. Est-ce que l'écoute, la reconnaissance, la réparation financière proposée, est-ce que tout ça génère quelque chose qui ressemble à de la justice pour la victime? Une forme de justice restaurative, peut-être. On pourrait dire ça. L'INIR parie que oui. Même sans tribunal, ce processus peut apporter un apaisement, une forme de justice. Et cette initiative vient de la présidence, mais vous disiez que les victimes elles-mêmes l'ont encouragée, via leur groupe témoin. Tout à fait. C'est une démarche qui est soutenue, encouragée par ce groupe témoin. L'étude elle-même est menée par une chercheuse spécialisée, Violette Prignac-Merle. Spécialisée en victimologie, c'est ça, hein? Oui, diplômée de Montréal, elle a une expertise dans ce domaine. Et le tout est supervisé par l'Institut Robert Badinter, ce qui est quand même un gage de sérieux. Absolument. Donc, pourquoi cette étude? D'abord, pour vérifier l'adéquation entre la mission de l'INIR et son action concrète. Ensuite, pour explorer comment ce dispositif un peu parallèle peut contribuer au sentiment de justice. Pas le remplacer, mais voir l'effet de l'accompagnement. Et ça fait écho à des témoignages? Oui, c'est le troisième point. Ça répond à des témoignages directs de victimes qui ont justement parlé de ce sentiment, parfois inattendu. On va y revenir avec l'exemple d'Ahmed. Et enfin, plus largement, ça peut nourrir le débat public sur les réponses aux violences sexuelles. D'accord. Objectif clair. Mais concrètement, comment on mesure un sentiment? C'est pas simple. Quelle méthode et quelle garantie de fiabilité? Alors, la méthode principale, c'est un questionnaire en ligne. Il est inspiré d'outils classiques en victimologie, mais il a été adapté spécifiquement pour le contexte de l'INIR. Adapté par qui? Par la chercheuse, en lien avec le comité de suivi. Et pour aller plus loin, ce questionnaire sera complété par des entretiens individuels, plus qualitatifs. Bien sûr, la confidentialité est totalement assurée. Et la chercheuse, Violette Prignac-Merle, elle a aussi une expérience clinique, c'est ça? Pas seulement de la recherche. Oui, c'est important. Elle connaît le terrain, l'intervention auprès des victimes. Et pour les garanties, il y a plusieurs choses. Comme? D'abord, un comité de suivi scientifique. Dedans,
on trouve l'Institut Robert Badinter, une autre chercheuse externe, une membre du collège INIR qui est docteur en droit et même une victime, membre du groupe témoin qui est elle-même docteur en sociologie. Ah oui, c'est solide comme comité. Très. Et ce groupe témoin a aussi testé et validé le questionnaire avant son envoi. L'indépendance est clé, hein. L'INIR n'aura pas accès aux réponses individuelles. C'est l'Institut Robert Badinter qui garantit ça et qui analysera les données globales. Bon, et le calendrier, on sait qu'on aura des résultats qui participent? Les résultats sont attendus pour juin 2026. Sont éligibles les personnes qui ont reçu une décision de l'INIR entre juin 2022 et septembre 2025. Et bien sûr, l'anonymat est préservé. Ok. Pour illustrer ce que cette étude essaie de capter, justement, il y a ce témoignage d'Ahmed dans la lettre d'information. C'est assez parlant. Oui, tout à fait. Ahmed, il a contacté l'INIR en avril 2023. Et il décrit l'impact qu'a eu sur lui tout le processus. L'accueil, l'écoute, la reconnaissance de ce qu'il a vécu et puis la réparation financière aussi. Mhm. Et ce qui est frappant, ce sont ces mots. Il dit « justice, justice m'est rendue ». C'est fort. Il parle d'une petite étincelle, de retrouver sa dignité, le sentiment d'être enfin à sa place. C'est ça. L'impact d'être enfin entendu, cru, reconnu. Exactement. Et c'est précisément ce genre de vécu, ce sentiment de justice rapporté comme ça, spontanément, qui a poussé l'INIR à vouloir comprendre est-ce que c'est une expérience isolée ou est-ce partagée? Comment ça se construit ce sentiment? Donc si on résume un peu tout ça, l'INIR, cette instance de réparation un peu unique en son genre, ne se contente pas d'agir dans son coin. Non. Elle lance une évaluation scientifique, rigoureuse, pour mesurer l'impact réel de son travail sur le vécu des victimes, avec l'idée, potentiellement, d'ajuster ses pratiques si besoin. C'est tout à fait ça. Et ça montre bien l'importance, je crois, d'explorer et d'évaluer des voies alternatives. Ou complémentaires en tout cas. Pour la justice, pour la guérison, là où les systèmes classiques parfois montrent leurs limites. Surtout face à des traumatismes anciens, prescrits. Exactement. Et ça souligne aussi comment l'écoute du ressenti des victimes peut, et même doit, orienter les réponses qu'on apporte au niveau institutionnel. C'est une démarche assez exemplaire, finalement. Oui, je pense. Et ça ouvre une question intéressante pour la suite, qui dépasse peut-être même l'INIR. Ah oui? Laquelle? Mais au-delà des processus formels, qu'ils soient légaux ou institutionnels comme celui-ci, qu'est-ce qui constitue vraiment, au fond, un sentiment de justice ou de réparation pour une personne qui a vécu un traumatisme si profond? Bonne question. Quelles autres formes ça pourrait prendre? Peut-être des choses auxquelles on ne pense pas encore, en dehors des cadres établis qu'on connaît aujourd'hui. C'est une réflexion à avoir, je crois. INIR écouter, reconnaître, réparer. Un podcast pour faire entendre les voix longtemps restées silencieuses. Si vous souhaitez saisir l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, vous pouvez écrire à l'adresse suivante: contact@inir.fr ou envoyer un courrier à INIR 41, boulevard du Montparnasse, 75 006 Paris.